Bonjour tout le monde. Alors merci beaucoup d'être venus nombreux pour cette table ronde. Nous avons décidé de vous proposer pour cette table ronde une discussion sur un métier qui, je pense, en fait rêver plus d'un. En invitant des professionnels qui travaillent souvent dans l'ombre, nous allons parler du doublage aujourd'hui. Les visiteurs de la Paris City Pop ont un rapport particulier avec le dessin et nous avons choisi de nous concentrer sur le doublage d'animation, en fait, dessin animé. Alors le doublage, c'est une vieille histoire, parce qu'on peut remonter aux années 20 et aux premiers mots de cette petite souris qui naviguait sur son bateau et qui disait à l'époque « hot dogs, hot dogs ». Ce sont les deux premières lignes de l'histoire de l'animation. Et aujourd'hui, on va voir un peu ce que sont les spécificités de ce métier, tout ce qui a pu se passer depuis, et son actualité. Et en fin de table ronde, on va parler un peu de l'avenir de ce métier en évoquant le danger que peut représenter l'IA. Voilà. Et donc pour parler de tout ça, nous sommes très heureux d'avoir pour invité Leslie Belot. Donc après une formation 3D à Supinfocom, tu as principalement fait, je crois, du compositing sur des films comme Mars Express ou des séries comme Last Man. Tu as toujours aimé faire quand même du théâtre, ou tu nous expliqueras ça un petit peu plus tard, toutes les activités que tu as pu avoir en dehors. La particularité, c'est que tu as eu ta première expérience de comédienne de doublage sur la série Les Croque-Moutards, diffusée sur Canal+, sur laquelle tu travaillais également en tant que technicienne de l'image. Donc tu nous parleras de cette expérience et si elle t'a donné envie de continuer dans cette voie. Ça marche. Alors nous avons aussi Paul Nivet. Tu es animateur depuis de nombreuses années, notamment tu as animé sur Les Cassos, où tu es actuellement animateur sur La Métaphysique des Tubes, le film. Oui. Mais avant ça, tu as eu une première carrière et tu as été doubleur de tes 9 ans à tes 18 ans. C'est ça. Tu as entre autres été la voix française de Hogarth, donc dans Le Géant de Fer, et tu as été Andy, donc un des personnages principaux de Toy Story dans Toy Story 2 et Toy Story 3. Oui, c'est ça. Pas dans le 1. J'étais trop jeune. Trop jeune. Merci d'être avec nous. Ils ont dû attendre, du coup. Ouais, ils sont vengés. Et donc, Céline Ronté, tu es comédienne et directrice des voix sur de nombreux films et séries, comme Le Grand Méchant Renard, Le Sommet des Dieux ou encore J'ai perdu mon corps. Tu as aussi été la voix de la poule dans Le Grand Méchant Renard, la maman de Ernest dans Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie. Tu doubles aussi Cara Dune dans Mandalorian et Disa dans... Ça fait beaucoup, et Disa dans Les Anneaux de Pouvoir. Tu es la voix officielle d'Ashley Tisdale qui joue Sharpay dans High School Musical. Merci tous les trois d'être avec nous. Alors pour commencer cette table ronde, je vous propose qu'on définisse un peu plus ce qu'est le doublage avant toute chose. Donc si on parle de prise de vue réelle, le doublage peut remplacer les voix enregistrées lors de tournage par des voix plus propres faites en studio. Ça peut aussi être pour doubler un film étranger, par exemple. Mais on peut aussi, dans le cas du dessin animé, du jeu vidéo ou même de podcasts de fiction, inventer une voix à un personnage qui en est dépourvu complètement grâce à des comédiens en chair et en os. Alors déjà, une première question, est-ce qu'on dit comédien de doublage, doubleur parce que nous-mêmes, on était un petit peu perdus sur le sujet. Alors a priori, on dit comédien, puisqu'on ne fait pas de voix sans être passé par des cours de théâtre et de la comédie, sauf quand on commence très jeune. Enfant, où là il y a une petite particularité. Mais même enfants en général, ils font vite des cours de théâtre quand ils veulent continuer. Donc on dit comédien. Et après, avec les spécificités du doublage, du tournage, du théâtre, peu importe l'exercice, mais on est comédien. A priori. Certains d'entre vous ont dans leur filmographie des rôles dans des films en prise de vue réelle. Est-ce que c'est fréquent pour un comédien de passer de l'un à l'autre? Est-ce que c'est vraiment segmenté, animation, film? Non, je pense qu'on passe du live à l'animation assez facilement. Après, il y a les goûts et les couleurs. En ce qui me concerne, j'aime l'animation et j'adore faire des voix d'animation, donc je vais forcément en faire un peu plus. Et après, c'est à chacun, enfin je sais pas toi, ton expérience d'enfant. Moi, j'étais un enfant, donc, et on n'était pas beaucoup d'enfants à tourner sur toute la scène doublistique de l'époque, et du coup il fallait trouver des enfants à chaque fois pour tous les projets qui se faisaient, tant les longs métrages d'anime, live, les téléfilms, même les publicités, même si j'en faisais moins en réalité, parce que justement j'aimais un petit peu moins. Je faisais peu la différence dans la mesure, je préférais pas aller vers l'un ou l'autre dans la mesure où de toute façon on me proposait beaucoup de choses, donc il fallait les faire quoi. Donc, je les faisais. Il fallait. Alors ça tombe bien, dans cette table ronde on va surtout se concentrer sur les voix dans l'animation. Pour commencer, Céline, est-ce que tu peux nous dire comment se passe l'intervention d'un comédien sur un projet, de la prise de contact jusqu'aux voix définitives? Alors c'est vraiment en quelques étapes clés, histoire qu'on comprenne c'est quoi le parcours du comédien sur un film d'animation ou un projet d'animation. Ça varie d'un projet à l'autre. Moi on m'appelle pour faire un casting, donc c'est la direction artistique des voix, c'est plein de casquettes différentes. Ça va du casting à booker, à faire un plan de travail, à diriger les acteurs. Et donc on va me demander de faire un casting. Moi à partir de là, je vais avoir à ma disposition un fichier de comédiens que je connais moi, ou
parce qu'il y a des spécificités dans le film, je vais aller au théâtre, regarder des films qui peuvent s'y coller et aller chercher des gens nouveaux. Et ensuite, ces comédiens-là, en général, ils viennent passer un casting. À ce casting, moi, en général, j'aime bien qu'il y ait le réalisateur et comme ça, ensemble, on va chercher le personnage et chercher qui va être le personnage. Et ensuite, on a une shortlist, on va dire, et rentre en jeu le producteur, le diffuseur, la chaîne, le distributeur. Et c'est une sorte d'accord de toutes ces parties-là pour finalement choisir le comédien qui fera le rôle. Mais après, c'est des comédiens qui peuvent venir d'univers très très différents, du doublage pur, du théâtre, du tournage en fonction du parti pris du film et de ce qu'on cherche avec le réalisateur. On va parler spécifiquement de ce que sont vos rôles en tant que comédien de voix. Mais toi, tu es aussi directrice de plateau. Tu peux nous définir ce que c'est, directrice de plateau ? C'est ce que je disais un petit peu, une directrice artistique peut intervenir très tôt. Si je donne un exemple, par exemple, pour Le Sommet des Dieux, Patrick Quimbert, qui est le réalisateur, il m'appelle dès qu'il a un scénario qui lui plaît, puis il me dit tiens, lis-le, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu vas penser à des comédiens, à des voix, la distribution, le parti pris. Donc c'est déjà une première discussion avec un réalisateur. Ensuite, souvent, on se lit le scénario à voix haute et puis on discute des dialogues. Pour faire naître un personnage et les caractéristiques d'un personnage, il faut des dialogues et qui soient en bouche, qui soient joués. À partir de là, on se dit on va vouloir prendre un parti pris réaliste ou cartoon ou voilà, en fonction du film. Et puis on va commencer à écouter des voix. Donc ça, c'est des moments devant un ordinateur à dire je te fais écouter, tiens, j'ai pensé à tel comédien, telle comédienne, écoute-le là, t'as vu ce film, tiens, va au théâtre, il y a un tel, je trouve pas mal pour le film. Et puis on arrive à un groupe d'acteurs qu'on va donc convoquer dans un studio, puisqu'on ne fait pas ce métier sans un studio son, qui s'occupe souvent de toute la post-prod, du mixage, du sound design, etc. Donc les comédiens, comme je disais, vont passer le casting. Ensuite, on va les choisir et moi, je vais m'occuper de découper le film pour qu'on puisse l'enregistrer avec tous ces acteurs. Donc ça implique un plan de travail. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une assistante pour faire ça, mais sinon, on le fait nous-mêmes. Donc qui va donner tous les horaires de convocation aux comédiens. Donc ça, il y a aussi ça dans ce métier-là. Et ensuite, sur le plateau, en fonction du réalisateur, toujours, puisque c'est un métier, la direction artistique des voix, c'est à la fois un métier artistique et technique. On est là à la fois en tant que conseiller technique pour dire c'est assez fort, c'est pas assez fort, la prise est bonne, au niveau purement technique. Et puis, il y a des réalisateurs qui aiment diriger les acteurs, il y en a qui sont moins à l'aise avec ça. Et dans ces cas-là, on fait le trait d'union entre le réalisateur et l'acteur en dirigeant l'acteur pour le réalisateur. Voilà, à peu près le parcours, et ça peut aller jusqu'au montage. Et par exemple, Paul, toi, est-ce que tu as déjà participé à la promotion de projet en tant que comédien ? Promotion ? Ouais. Non. Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Promotion, vraiment ? Non, honnêtement, non, jamais. C'est peut-être plus quand c'est une voix de star. Ah oui, les trucs où on se prend en photo avec les sponsors derrière et des trucs comme ça. Ouais. Non, jamais, ouais. Clairement. T'as arrêté trop tôt. Non, ça arrive. En effet, c'est souvent plutôt les star talents qui vont faire ce boulot-là. Mais après, il y a des comédiens aussi qui sont très très présents sur les réseaux. Et je pense à Donald Regnault, Dorothée Pousseau, des comédiens qui font beaucoup de voix et qui sont connus pour ça. Brigitte Lecordier, qui sont à la fois sur les réseaux et peuvent faire eux aussi de la promo. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type d'enregistrement, nous parler des personnes impliquées, Leslie par exemple ? Du coup, une journée type. En général, moi, ma grosse expérience, en tout cas en doublage, c'est de la création de voix sur un projet, du coup, Les Croque-Moutards. Et une journée type, ça se passait tout simplement, on me dit, tel jour à telle heure, c'est ton tour. Et c'est Marie Bureau, du coup, qui s'occupait de ça à ce moment-là. Et donc, t'arrives, normalement, soit t'as un petit peu lu le texte avant, soit tu le découvres sur place. Et puis, c'est parti, on te briefe sur l'épisode, on te montre l'animatique, si elle est prête. Des fois, non, des fois, oui. C'est mieux quand c'est le cas. Une animatique, c'est, on va dire, l'épisode déjà fait, mais pas animé et pas encore avec les décors définitifs. Donc, on regarde ça et après, elle me dit, c'est parti, ton personnage, il dit ça, et elle me donne les intentions de jeu. En général, on fait 2 prises et on enchaîne, ou alors elle me dit il faudrait peut-être une intention un petit peu plus, ton personnage est plus enjoué, donc on refait quelquefois. Ça dure jamais trop longtemps parce que je trouve que plus on répète, plus le signifié s'éloigne du signifiant, inverse. En tout cas, ça devient plus très, très juste. Donc en fait, voilà, c'est du jeu. Donc t'es derrière la barre avec le micro et tu joues. Parce qu'en fait, c'est pas de la lecture. C'est là où c'est très faux. D'ailleurs, les mauvais doublages, c'est ça. C'est où tu sens que ça a été lu. Donc voilà, tu joues la comédie. Sauf que c'est juste devant un micro. Est-ce qu'on peut proposer soi-même des choses pendant des propositions de texte ?
Par exemple, ouais, ou même au niveau du jeu en lui-même. Tu peux. Je pense que selon, peut-être je vais dire une bêtise, mais selon les DA, oui ou non. Mais je sais qu'on te laisse proposer. En tout cas, c'est des changements de petits mots qui seraient plus naturels, dits d'une autre façon. En fait, ça dépend du projet aussi. En fait, il y a plusieurs façons de faire des voix dans un film d'animation. On peut les faire au tout début avec que le texte et les voix vont servir au border. Ça veut dire que le réal et tout le monde est très content du script et qu'on se dit allez hop, on se lance, ça va être super. Et dans ces moments-là, on le fait aussi justement pour que les acteurs aient une large place à l'improvisation. Antoine, qui est là, qui faisait le canard du Grand Méchant Renard, par exemple, a fait une énorme improvisation sur le plateau qui ne s'arrêtait plus. Le film a failli faire 3h10. Mais Benjamin et Patrick ont dit non, on va couper. Et il a fait toute une impro sur le canard qui savait pas nager, qui avait pas de bouée, que peut-être si ses parents ils avaient fait un truc et tout. Et il y en a une partie qui est toujours dans le film. Après, voilà, ça dépend du moment où on intervient. Après, on peut, sur l'animatique, s'il est pas loqué, on a aussi de la liberté, on peut improviser. Et puis plus on avance et plus on arrive jusqu'au doublage, moins évidemment la liberté est là. Tu parlais de lire le script avant ou ne pas le lire. Ça dépend de quoi en fait. J'ai eu l'impression que certains comédiens préféraient ne pas lire en fait avant. Je me demande si c'est quelque chose pas de réel en fait, si c'est réellement le cas. Je sais qu'il y a certains comédiens qui le lisent pas justement pour rester frais. Mais moi, j'avoue, comme c'était ma première grosse expérience, j'étais un peu bon, on va assurer les arrières et tester des petits trucs en amont. Et aussi quand il faut moduler, quand je dois faire d'autres voix que le personnage pour lequel j'ai été embauchée, les guests. T'as des petits persos qui arrivent des fois, il faut les faire en plus. Du coup, je me suis dit bon, on va peut-être essayer une petite palette. D'ailleurs, une journée, tu vois, là tu parles d'un épisode, ça prend combien de temps à enregistrer un épisode comme ça? C'est combien de journées d'enregistrement? En fait, on fait plusieurs épisodes par jour. Moi, je sais c'était en demi-journée. Peut-être c'était que mon expérience, peut-être ça dépend. Et on faisait max, c'était 4 épisodes, mais c'était vraiment des grosses sessions. En fait, t'es fatigué au bout d'un moment, ça sort plus. Est-ce que vous vous rappelez de votre toute première journée d'enregistrement? Pour certains, ça remonte. Je pense à Paul. Paul 8 ans. Non, Paul 9 ans. Ma toute première journée, non, mais je me souviens de l'endroit où j'ai fait mon premier doublage et de ce que c'était. Je me souviens que c'était la bande-annonce, parce qu'on doublait les bandes-annonces séparément des films. Peut-être que ça se fait toujours d'ailleurs, j'en sais rien. C'était pour Maudite Aphrodite de Woody Allen, c'était avec Gérard Cohen. Parce que c'est lui qu'on m'a présenté en premier en fait. Je raconte pas tout le truc, mais en gros, j'ai doublé cette bande-annonce et ça s'est fait assez naturellement quoi. En gros, non, je m'en souviens plus, mais je me souviens de ce que c'était et où c'était quoi. Pas de mauvais souvenirs non plus de cette première journée. Pas de mauvais souvenirs, non. Pour le coup, pas de mauvais souvenirs parce que c'est un monsieur avec lequel j'ai fait beaucoup de doublage par la suite parce qu'il était très gentil puis qu'il faisait des choses intéressantes. Donc, mais c'est lointain, j'avais 9 ans, donc voire même 8 ans et demi. Enfin, et tu savais pourquoi tu étais là hein, quand même. Oui, je savais pourquoi j'étais là parce que j'avais fait d'autres trucs avant. J'avais fait du théâtre en fait. J'avais une ligne dans une pièce de théâtre, Tête de la Colline. Donc c'est là que j'ai rencontré ce monsieur Bernard Pierre Donadieu qui m'avait présenté à Gérard Cohen. C'est comme ça que j'ai fait du doublage en fait. J'ai pas arrêté de rencontrer des gens qui m'ont fait faire des choses intéressantes. Quoi. Moi, c'était une série de science-fiction qui s'appelait Farscape, il y a 25 ans. Je pense, 26. Pareil, je jouais au théâtre avec des gens qui faisaient du doublage et qui m'avaient dit viens regarder, c'est super. J'avais dit d'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hervé Rey. Et de là, on a sympathisé et il m'a dit viens regarder sur mon plateau. Donc je suis allée pour assister parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces clauses de confidentialité aujourd'hui qui ne simplifient pas le démarrage dans ce métier. À l'époque, on venait, on regardait les gens travailler, on apprenait comme ça. C'était assez extraordinaire. Et je suis arrivée et en fait, il m'a dit c'est pour toi là. D'accord, et voilà, c'était fait, la première était faite et puis ça s'est pas arrêté. C'était une bonne méthode, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Moi je me rappelle, c'était il y a pas si longtemps. Mais je peux vous raconter un truc un peu drôle. Pour vous, pas pour moi. Mais en gros, au casting des Croque-Moutards, parce qu'en fait, j'avais fait les voix témoins. Les voix témoins, c'est avant qu'on vende le projet, on fait un trailer. Et du coup, on présente et il faut des voix, parce que sinon, ça... Voilà. Donc j'avais fait ça, et puis on était en petit comité, donc ça me faisait pas trop peur. Et quand il y a eu le vrai casting, donc avec tous les autres comédiens, comédiennes qui venaient, on était dans une toute petite cabine comme ça, et je me souviens toujours, j'avais demandé si je pouvais être debout, parce que je trouve qu'assis c'est bizarre, voilà. Donc je me mets debout, tout ça, et donc il était pas très content, le monsieur de la cabine, je sais pas pourquoi. Donc il monte mon micro, et en fait j'ai compris, c'est que le micro descendait petit à petit au fur et à mesure que je lisais. Du coup, à la fois c'était très marrant de l'extérieur, mais je devais micro-plier mes genoux pour faire mes lignes. Je me disais, c'est pas possible que ça se passe comme ça le premier jour. Bon, visiblement, ça s'est quand même bien passé parce qu'après j'ai été choisie, mais purée, sacrée expérience. Je pense que j'oublierai pas. Tout à l'heure, tu disais qu'une de tes premières expériences, ça avait été la création de voix. Oui. Et justement, du coup, comment on s'y prend pour inventer une voix? Est-ce que vous cherchez genre des références? Est-ce qu'on vous en propose? Est-ce que c'est un ping-pong qui se passe directement en studio? Ou est-ce que tu travailles à la maison en amont et tu arrives avec une sorte de maquette de voix? Enfin, comment ça se passe tout ça en fait? En tout cas, pour Fringale, c'était vraiment ma voix. Où
je pitch un peu, j'exagère, mais c'est plus je trouve que le jeu primait plus que la voix que tu proposes pour pas que ça fasse trop plaquer. En tout cas, pour le perso que je devais interpréter tout le temps, il fallait que je sois naturelle, que ça aille vite et bien et qu'on soit juste dans l'émotion, l'intention, qu'est-ce qu'elle raconte. Donc il n'y a pas eu trop de préparation en amont. Je te dis, c'est plus pour les guests, les petits persos qui n'avaient pas tout à fait ma voix, où je m'entraînais un peu. Des persos qui ont une plus petite voix ou des bonnes madames que je sais pas trop bien faire, mais c'est rigolo à interpréter. Du coup, il faut qu'ils s'entraînent un peu. Et là, je disais créer à voix parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est différent du doublage que tu fais après. Quand tu doubles un personnage anglais, peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas, c'est en amont. Donc l'animation est faite à partir de ce que tu fais, de ce que tu crées. Peut-être que Céline, tu veux nous en parler un petit peu, toi aussi. La création de voix, les personnages, c'est très empirique, en fait. Je dirais qu'il y a un dessin. Enfin, quand on est avant l'image, le réalisateur, il nous a donné toute une bible. Et puis tout d'un coup, il faut se projeter dans un dessin. Alors parfois, c'est une cuillère en bois. Parfois, c'est un pot de confiture, parfois, c'est un humain, parfois, c'est un animal. C'est là où on a tous des références, soit le réalisateur ou moi quand je dirige les voix, et on va guider les acteurs pour qu'ils trouvent quelque chose. Alors, soit ça va être très naturel, comme ce que tu dis, et on les a déjà choisis pour leur voix, soit au contraire, il va y avoir un petit peu de créativité autour du personnage. Mais je pense par exemple aux deux flics dans Ernest et Célestine dans la série. On était avec Jean-Christophe et Julien et on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis il y a un comédien qui est arrivé et qui a un grand talent d'imitateur, il s'appelle Xavier Fagnon, et tout d'un coup il a fait Galabru et Marielle, et on s'est dit c'est super, en fait, ça fait un clin d'œil, c'est assez magique en fait. Et puis parfois on crée une voix avant l'image et puis arrive l'image et on s'est planté, ça arrive aussi. Donc parfois on refait un rôle après l'image parce qu'on s'est dit zut, voilà, ça peut arriver. C'est fréquent comme ça, parce que Leslie disait qu'elle jouait avec sa voix naturelle. Est-ce que c'est ce qu'on demande généralement aux acteurs, ou est-ce qu'on leur demande de créer vraiment des voix qui sont différentes? En fait, ça dépend du film. Si tu fais Le Sommet des Dieux, où c'est des humains et c'est très réaliste et c'est une ambiance adulte et où j'ai perdu mon corps, ce qu'on va chercher, c'est le plus de véracité, quelque chose de plus naturel, de plus proche du tournage. Quand on fait Le Grand Méchant Renard, déjà on va chercher un petit peu à s'amuser, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas naturel, en fait. Je pense que c'est un cran de jeu, de comédie. Il y a des comédiens très très doués dans la comédie, dans les ruptures, d'autres plus dans le drame et dans le naturel, mais on va toujours chercher ce qui va coller au dessin qu'on a sous les yeux. Mais parfois ça arrive. Sur Calamity Jane, ça nous est arrivé, on a refait un rôle après le film, parce qu'à l'image, finalement, le personnage faisait un peu plus vieux que ce qu'on avait fait en voix, et on s'est dit zut, ça colle plus. C'est un peu magique, la rencontre des voix et du dessin, de toute façon. Mais d'ailleurs, concernant le jeu à proprement parler, est-ce que vous avez développé des techniques au fur et à mesure? Par exemple, est-ce que vous répétez beaucoup, de moins en moins? Est-ce que vous jouez avec le corps pendant l'enregistrement, même si on ne le voit pas à l'écran? C'est impossible de ne pas jouer avec le corps, même derrière un micro. En fait, on croit que c'est statique, mais c'est impossible de pas impliquer le corps dans le jeu d'acteur. Et puis surtout, il y a plein de dispositifs différents. C'est ça moi, c'est pour ça que j'aime l'animation et que j'aime diriger de l'animation. C'est parce qu'on va passer si on perchait, et si on mettait des micro-cravates, et si on bougeait, au contraire, si on la joue statique. En fait, ça dépend vraiment de ce que le film et de ce que le son va apporter au film. J'ai perdu mon corps, on a quasiment tourné les scènes. Le Sommet des Dieux, on a perché toutes les scènes de montagne pour avoir le vide, pour avoir cet effet-là sans avoir à le forcer. Par exemple, Le Grand Méchant Renard, on l'a joué comme au théâtre, donc plutôt au pupitre. À chaque film, il y a une solution et il y a un dispositif. Hors contrainte financière, mais si on rêve, il y a un dispositif pour chaque film, en fait. Moi, c'est des souvenirs de quand j'étais plus petit, du coup. Mais très fréquemment, pour se mettre dans le personnage, pour que ça fasse plus naturel, moi, il est arrivé très fréquemment qu'on me demande de faire 3 tours de plateau en courant pour être essoufflé comme il fallait, que le chef de plateau, que je connaissais bien, je vous rassure, me fasse des chatouilles pour que je sois un peu gêné, que je rigole réellement en lisant le truc. Essayer de se mettre en situation, ou alors me gêner pour que je galère à dire le truc, mais parce que ça allait dans le sens du... C'était peut-être ça le micro c'était qui fréquent, descendait, en fait, finalement. Pour jouer un peu le truc, parce que parfois, par habitude, par confort, par ennui, ce que vous voulez, on finit par tomber dans des automatismes de doublage, quoi. On joue moins le truc, on vit moins le truc. Donc il fallait trouver des manières de se donner un petit coup de fouet et que ça rende plus naturel. Et puis parfois je me faisais engueuler parce que je jouais pas assez la comédie. Moi ou d'autres, Enfin, je veux dire, c'était juste c'est un classique. Et surtout les enfants, parce qu'en plus les enfants ils font n'importe quoi. Et bon, les enfants, faut bosser, quoi. Voilà. Du coup.
enfin non, mais voilà, c'était plus d'un point de vue. Mais c'est pratique. super. Et tout ça se passe toujours en studio, même quand on a des dispositifs de style perche Ouais. et tout ça, ou ça vous arrive de sortir du studio? On sortait du studio parfois pour faire des pauses parce que parfois, alors ça c'est vraiment lié au fait d'être enfant parce que parfois on se déconcentrait les uns les autres, on se faisait recadrer, il y en avait un qui sortait pour que l'autre soit un peu plus concentré, ça arrivait de ce genre de truc. Mais franchement, c'était assez exceptionnel. J'avais oublié là, tu vois, c'est des trucs qui me reviennent comme à l'école quoi. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais. Ah si, je voulais dire aussi, par rapport à tout à l'heure, la création de voix, il m'a été donné beaucoup plus tard, donc je faisais déjà de l'animation, à savoir sur les Cassos. C'était à l'époque réalisé par Alexis Beaumont, ici présent. Et il y avait des acteurs qui font toujours des choses pour ces séries-là. Je pense à Guillaume Darnaud en particulier, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui fait vraiment beaucoup de création de voix parce qu'il est clairement Enfin, il transforme sa voix beaucoup, quoi. Il est capable de faire des tas de choses. Et je l'ai vu à l'ordinateur d'Alexis quand il était en développement, etc. Il essayait plein de trucs quoi, qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres, à partir de dessins, de morceaux d'animatique d'Alexis ou de design de Julien Daubas qui travaille dessus. Et les personnages étaient déterminés parfois par sa façon de jouer le truc comme ça, de manière non conventionnelle, enfin non... Je trouve pas mon mot, mais enfin devant l'écran quoi, de l'ordinateur, c'était un petit peu plus organique quoi. Au début. Oui, parce que justement, les voix peuvent être enregistrées à différents moments, donc avant l'animation ou après l'animation. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle peut même influer ouais, avant même l'animatique, le personnage en fait, et l'animation en d'après elle-même. le texte et d'après vraiment à un stade très précoce quoi. Ça doit être un exercice intéressant en fait de passer à cette étape-là. Du coup, est-ce que vous avez une préférence dans votre jeu sur cette étape pré-animatique ou Moi, j'aime plus il y a de liberté, plus on. En fait, après, il y a des choses chouettes dans tous les dispositifs parce que le doublage, il y a le dessin et c'est aussi une inspiration énorme et une nourriture énorme et c'est aussi très agréable à faire parce qu'on est nourri par une image. Quand on est avant l'image, on invente, c'est très très agréable. Après, il y a des comédiens qui n'aiment pas inventer et qui préfèrent quand il y a l'image parce que ça les aide et vice versa. Des comédiens qui seront pas à l'aise parce qu'il y a le dispositif. Un doublage, c'est une bande rythmo avec un texte qui défile, qu'on doit dire au moment où il arrive sur une barre. Et la première fois, on a l'impression que ça va très 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 vite et qu'on pourra jamais jouer. Donc c'est l'expérience, c'est comme un automatisme, c'est comme conduire. En fait, au bout d'un moment, on fait plus gaffe et on arrive à jouer. Mais il y a des comédiens qui n'aiment pas ça, qui a même au théâtre, qui sont pas bons à la lecture et qui sont des comédiens exceptionnels de jeu. Et c'est dommage de s'en priver. Et le fait de faire des voix avant l'image, ça permet aussi d'ouvrir et de faire travailler des comédiens un peu plus différents. Après, moi, je sais pas, j'aime les deux, je crois. Mais d'ailleurs, Paul, toi, tu es animateur aussi, et d'ailleurs Leslie aussi. Leslie, vas-y. Attends, je voulais juste dire un petit truc. En fait, je trouve qu'il y a, en tout cas en dessin animé, quelque chose d'assez agréable à avoir des visuels, des expressions des personnages. Les planches d'expression, tu sais, où vraiment c'est des trucs de sourcils. Enfin, en vrai, ça se joue là. Et où tu vas, moi je trouve que ça aide à projeter après des intentions au personnage. Et quand tu vas le jouer, même toi dans ta tête, t'as un peu ta petite palette de elle ferait ça comme ça. Tu vois, un peu ça. Moi, ça m'aide à fond. Et c'est pas, t'as tout le film déjà fait. T'as une planche avec 3-4 expressions, c'est trop bien. Non, j'allais dire, comme tu es animateur, du coup, toi, tu vois aussi un peu l'autre côté animer sur des voix témoins ou animer sur des voix définitives. Est-ce que toi, par exemple, c'est une question rapide, hein, mais est-ce que tu as une préférence, toi, en tant qu'animateur, sur ça? Je dois dire que c'est un métier. Disons que j'ai une certaine habitude, même. Enfin, en fait, le jeu d'acteur, il faut vivre un petit peu la phrase qu'on anime. Et donc c'est avant tout quand même un rythme. Il y a la voix témoin, même si c'est pas la voix définitive, elle détermine quand même déjà beaucoup ce qui se passe dans le plan ou dans la séquence. Je pense qu'on peut jouer bien le personnage, même si parfois la voix témoin n'est pas jouée au maximum du jeu, de capacité d'un jeu d'acteur. Enfin, je m'exprime mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais d'ailleurs aussi, pour poursuivre sur la même question en tant qu'animateur, mais il y a certains types d'animation, notamment chez Bobby Pills, mais ça serait le cas aussi dans certaines séries animées japonaises ou quoi. Il y avait un nombre de bouches pour le lip sync différent, par exemple des productions américaines. Ah oui. C'est parce qu'il y avait une plus grande liberté dans le dessin et dans le layout lui-même en fait. C'est-à-dire que c'est juste une direction artistique qui est liée à la fois à Alexis, d'ailleurs ici présent, pardon Alexis, et à Julien Daubas à l'époque quand on travaillait dessus. Puis il y a tous ceux qui ont travaillé dessus successivement. Enfin, c'est plus une question de conception. De fabrication de personnages. Donc ça veut dire que en tant que comédien, ça change quelque chose pour toi
Bah oui, parce qu'il y a en tant que comédien. Oui, en fait, tu tant sais, que le fait comédien d'avoir des d'animation, tu veux lips dire très détaillés, comme les lip sync, donc les synchronisations labiales Oui. de Disney qui vont être très détaillées, Ah oui. ou des bouches qui font comme ça, est-ce que ça vous offre plus de liberté en fait dans le jeu d'acteur? Ouais, personnellement, oui, ça me permet d'aller plus en finesse et plus dans la spécificité. Par exemple, j'ai un exemple très précis, c'est le lapin du métro, que j'ai eu la joie, l'immense honneur d'animer. Et on m'a dit spécifiquement de partir en sucette au niveau des bouches, du lip sync, en me donnant des références. Je me souviens, on m'avait donné comme référence, que je connais mal, mais je crois que c'était Toriyama. En tout cas, d'un point de vue graphiquement, il y avait des choses à prendre là-dedans, et c'est vrai que je m'en suis beaucoup inspiré parce que ça allait avec le caractère du lapin. Et disons qu'il y a plein de façons de faire une bouche fermée, de faire un i, de faire des dents serrées, ou de faire un a, un b tout, quoi. Et que quand on a une banque fermée, forcément, ça enlève de la nuance, quoi. Donc, sur un truc comme les Cassos, le but, c'est une expressivité totale. Donc, on m'encourageait à aller assez loin. Après, le but, c'est pas non plus d'aller trop loin tout le temps, parce que ce qui est drôle, c'est le contraste. Donc, Après, je pense que si le film est réussi, les gens regardent les yeux, ils regardent pas les bouches. Et il y a que nous qui les regardons. Et qu'à un moment donné, il faut, si on est dans l'œil, si on est juste, si on emmène avec de l'émotion, avec du rire, avec n'importe quoi. En fait, s'il y a un défaut de labial ou ça ne gâchera jamais un film. Il faut oser parfois changer une phrase et mettre une phrase plus drôle, même si elle n'est pas pile synchrone, parce qu'elle embarquera le public plus. Et il faut jamais s'arrêter à la synchro. C'est important de pas être complètement à l'ouest. Mais après, ce qui compte, c'est quand même ce qu'on joue, l'émotion, la justesse, le naturel, quoi. Oui, d'ailleurs, Donc, c'est ce qui se passe dans le doublage de films étrangers, par exemple. Ouais. Bah, les Japonais qui finissent toutes leurs phrases par « Ah oui, vous voulez faire ce que vous voulez en français, on va pas faire « Comment ça va ?» Donc, de base, on va laisser des bouches ouvertes sans son. Mais qu'est-ce qui compte ? Est-ce que ce qui compterait, ce serait d'être pile synchrone, ou est-ce que c'est de jouer la situation ? Et c'est tout le temps de jouer la situation, à mon avis, quoi. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais par rapport à l'improvisation, est-ce que c'est quelque chose vraiment qu'on peut vous demander en studio, je veux dire, à quel point en fait le script est déterminé, à quel point on vous laisse des libertés? Est-ce que ça dépend vraiment des productions, du réalisateur? Question un peu connexe par rapport à, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire, mais par exemple pour des productions étrangères où on crée du coup plus une localisation du film, peut-être qu'il n'était pas bien fait, du coup que c'était pas, je sais pas d'où, par exemple, il y a peut-être des scripts qui ont été traduits pas en France, je ne sais pas. Oui, alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Après, c'est pareil, les Simpsons, South Park ou des séries comme ça sont les meilleurs exemples pour dire qu'on a fait une DVF et qui sont très très chouettes et qui sont pas toujours exactement ce que dit l'original, mais on s'en fiche, les personnages existent. Il y a des voix, même je vais donner le meilleur exemple, c'est Patrick Poivet, n'a pas la voix de Bruce Willis, mais il a la connerie qu'il a dans l'œil, dans la voix, et ça suffit, et ça fait une rencontre, et on s'en fiche qu'il ait la même voix. Ça dépend si le doublage, en fait on prend ça comme une facilitation pour des gens qui veulent pas lire des sous-titres. Bon, c'est une solution, donc on fait ça pour ça. Ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on a envie d'en faire une œuvre française à l'arrivée, ou une interprétation du film Wes Anderson, quand il fait ses voix françaises, il change tout, il s'en fiche d'avoir la même voix, il s'en fiche d'avoir le même truc, il refait son film en français. Et donc on lui dit mais ça a rien à voir là, t'as mis un tel sur là, ah non mais moi je refais mon film en français. Donc c'est plein de choses le doublage. Quand on adore ça, on estime que c'est un art. Quand on n'aime pas ça, on dit ça dénature l'œuvre. Bah regardez des VO, ne regardez pas des VF et c'est pas grave. Il y a des gens qui aiment ça. Et après sur le texte en lui-même et l'improvisation, bah ça dépend. Quand on est avec le réalisateur en France sur un film français, bah on a la liberté qu'il nous laisse. Quand on est sur un film américain, on a la liberté que nous laisse le distributeur et le client. Il y a des projets sur lesquels on est entièrement libre et où on met plein de blagues en plus, où on change tout et où c'est rigolo. Starkey et Hutch, c'est beaucoup plus drôle en français qu'en anglais par exemple. Enfin, je prends des vieux exemples parce qu'on était plus libre à l'époque quand même. Enfin ça c'est un autre débat. Mais il était enrhumé quand il a commencé à faire le rôle et du coup après il était enrhumé tout le temps dans la... Voilà, c'est le grand Schtroumpf, il faisait oh mes petits Schtroumpfs, il boudouillait comme ça parce qu'à l'époque il y avait une société qui s'appelle La Sophie, tu as dû y travailler, et quand ils avaient la flemme de faire une adaptation, ils mettaient un trait, et quand les acteurs en avaient marre d'improviser le texte sur le trait, bah ils faisaient comment ça va, et ils remplissaient le fin des bouches en grommelant. Moi, je me souviens de ces discussions-là sur les doublages des séries animées dans les années 90, c'était très fréquent. Et puis surtout, il y avait, en tout cas, moi j'ai lu des interviews de l'époque où c'était aussi pour censurer en fait certaines choses, et ils partaient complètement. Ils mettaient des blagues, et puis
puis ils s'éclataient. Et Enfin, ça ils restait étaient, après dans le... ils étaient au théâtre le soir, ils se retrouvaient en studio le matin. Enfin, c'était qu'une grande rigolade, quoi. Dans Bold, il y avait un comédien qui avait décidé que son personnage allait dire parler en latin à chaque début de scène. C'était des créateurs et des créatifs et tous des foufous. Donc, quand on a la liberté de faire tout ça, on continue à le faire et on continue à mettre des bêtises quand on peut. Est-ce qu'il y a des rôles que vous avez particulièrement préparés, qui vous ont demandé une préparation en dehors et pas d'arriver directement sur le plateau et de lire le truc Au moins un, Leslie. Au moins un. Non, pas spécialement. J'allais un peu rebondir sur ce qu'on disait avant. Je trouve que les moments où tu peux improviser et qui sont trop cool, mais qu'il faut vraiment... C'est un peu ce moment où il faut oublier l'idée que tu as un peu honte parce que des gens t'écoutent et te regardent. Typiquement, là. Non, il faut vraiment... On te dit... Allez, ok, ton perso, là, il court, il glisse sur un skate, il se prend une porte, et là, il y a un truc qui s'ouvre, et t'es dans le ciel, et après, tu vas voir, il y a un oiseau qui passe. Et là, il faut que tu fasses les réactions à ça. Donc, ça te met un peu dans une zone, et c'est trop bien. Parce que franchement, moi, c'est pour ça que je trouve que la créa-voix d'animé, c'est trop cool. Parce que tu peux faire un peu n'importe quoi. Et quand t'as réussi à faire marrer l'ingé son, c'est que t'as gagné. En général, lui, il est focus, ou elle. Là, c'était elle. Et vraiment, c'est trop bien. C'est bon. Si elle a rigolé, ça va être marrant. Mais sinon, oui, je me suis beaucoup préparée pour Fringal Croque-Moutard. Non, en vrai de vrai, je me suis plus préparée pour les autres petits persos. Où du coup, je révisais avec mon copain qui devait faire toutes les autres voix parce qu'il fallait que quelqu'un me donne la réplique. Et je voulais pas qu'il juste il lise. Et du coup, voilà, je testais des petits trucs. Mais je me suis pas spécialement préparée. Je peux pas dire que je me suis énormément préparé. Après, non, je dirais que la petite nuance, c'est qu'il y avait certains projets dont je me souviens plus spécifiquement, mais je sais que parfois les chefs de plateau, les chefs de plateau en accord avec le client du film ou de la série, plutôt des films en général, les longs métrages, tenaient à ce qu'on lise le rôle un petit peu avant, en amont du doublage qui devait avoir lieu quelques jours après, pour qu'on se prépare en fait, pour qu'on puisse le répéter un peu. Moi, je répétais les choses avec ma mère, ça a toujours été ma mère, de toute façon, qui m'aidait à tout ça, quoi. C'est arrivé qu'on fasse ça. Après, fréquemment, même si j'avais pas les choses en amont avant le doublage lui-même, sur place, on faisait des boucles à vide, quoi. Enfin, à blanc, je sais plus comment on disait, mais en gros, on n'enregistrait pas. On jouait la scène une fois, deux fois, histoire juste de répéter, quoi. Et c'était des on te répétitions. faisait écouter d'ailleurs les voix originales, par exemple dans le cas de Ouais, Géant de Fer, beaucoup. Parfois, on me les faisait réécouter, même une fois que j'avais déjà fait plusieurs propositions, plusieurs tentatives pour se remettre le ton en tête, pour y coller si on voulait y coller, mais parfois on voulait pas forcément. Donc ça c'est une question de direction, quoi. On se demandait aussi avec Edine, dans le cas où une scène implique plusieurs personnages, est-ce que tous les acteurs jouent vraiment en même temps? Alors j'imagine qu'un duo c'est relativement possible, pas toute une tablée qui commence à parler, c'est peut-être plus compliqué. Ça se passe comment en fait généralement? Alors en fait, moi j'ai un truc intéressant, j'ai vécu une époque intéressante dans la mesure où quand je faisais du doublage, c'était du digital, quoi. Tant pour l'image, donc c'était des bobines, donc tout à la fin de chaque bobine, on disait bon, changement de bobine, donc pendant 20 minutes on foutait le camp, on allait boire des cafés, on papotait. C'était pareil pour le son, la bande son était séparée de la bande image, quoi. Et à un moment, comment? Ah oui, alors du coup, attends, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que quand on faisait nos rôles, si on voulait enregistrer séparément, ce qui se faisait parfois, on laissait un blanc quand c'était à l'autre de parler. L'ingénieur son nous disait s'il était possible ou pas de le faire, parce qu'après lui, il faisait comment on appelle ça déjà? Je sais plus le terme exact, mais en gros, l'autre acteur passait après et des inserts. Il appuyait sur Rec pile à la fin de la phrase du précédent que lui, il avait le retour dans son casque. Voilà, exactement. Et qu'en fait, du coup, vers, je sais plus quand c'était, mais vers 1998, 99, je sais, mais bon, le numérique est arrivé. Avec le multipiste, quoi. Et donc là, c'était un ordinateur. Et avec cet ordinateur, on pouvait en faire autant qu'on voulait. C'était numérique. Donc on pouvait enregistrer séparément. On pouvait faire un premier rôle tout seul en 3 jours et les autres acteurs arrivaient après. Voilà, c'était une autre façon de bosser qui d'ailleurs dénaturait un petit peu parfois parce qu'on se retrouvait plus fréquemment à être tout seul et plus justement à 15 derrière la barre. Bah oui, parce que c'était ça principalement qui était marrant pendant très longtemps. On était obligé il y en avait un qui s'écartait, le mec qui s'approchait. Ensuite, il y a l'autre qui s'écartait parce que c'est son rôle. On devait faire des jeux comme ça sans faire des bruits de vêtements parce que quand on faisait trop de bruit, trop de trucs, c'était foutu, il fallait recommencer, quoi.
C'était un peu crafty, quoi. Bon, enfin voilà, c'est de la technologie. Ouais, mais c'était cool. C'était cool parce qu'on jouait tous ensemble. Mais après, surtout, ce qui a été terrible pour nous, c'est le Covid. Parce que le jour où le Covid est arrivé, tout a changé. Jusque-là, on enregistrait encore comme ça, même avec le numérique et tout ça, on enregistrait à plusieurs. Sauf on se disait, oh, bah là, il y a trop d'overlap, alors on va séparer. Mais sinon, on se répondait, on jouait ensemble. Et le Covid est arrivé et ils ont décidé qu'on allait enregistrer un par un. Et ça a été très dur. Pour la création de voix, ça a été quasiment impossible parce que l'avantage de la création de voix, enfin, pour moi, hein, quand j'en fais, c'est de mettre 3, 4, 5 micros et de faire jouer tout le monde ensemble. Donc j'ai dû faire, pour le Fab Caro de Franck sur Canal, faire vacciner toute une troupe de théâtre. J'ai biaisé le truc. J'ai pris un collectif de théâtre, je les ai fait vacciner. J'ai dit qu'on faisait comme un tournage. Je les ai mis en studio, j'ai mis 5 micros et on a enregistré ensemble parce que faire de l'absurde un par un, c'est pas possible. Donc voilà, mais aujourd'hui, malheureusement, oui, il y a beaucoup de choses qui s'enregistrent un par un et moi, je trouve ça dommage. Le Covid, après, a changé, du coup, réellement, même encore maintenant, les pratiques, en fait? Ben oui, parce que ça a montré que c'était possible de le faire. Évidemment, on l'a fait. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait que c'est mieux que... Est-ce qu'on fait des voix en télétravail? Bah, on a fait des voix de chez nous aussi pendant le Covid. On a tout fait. On a tout essayé. Mais le mieux, c'est reste quand même de jouer ensemble. C'est un terrain de jeu quand même. Non, en vrai, j'allais dire, pour le coup, j'ai fait un stage chez Le Magasin où on a fait ce truc derrière la barre à plusieurs. Enfin, on a doublé et c'était trop bien. Mais c'est vrai que moi, ma première expérience, c'était vraiment au casque avec du coup tout le monde, la DA, l'ingé son à distance parce que post-Covid. Et ce qui est trop bien, c'est quand il y a eu les autres acteurs qui étaient passés avant, parce que du coup, il y avait déjà l'histoire qui se passait. Sinon, c'était à Marie de donner la réplique. Après, elle y mettait l'intention et tout, donc c'était chouette. Il y avait quand même du jeu, mais c'était plus dur que quand t'es 2 ou 3 ou 5, je sais plus combien au max. Tu t'amuses vraiment, tu joues. Non, c'est épuisant pour la DA. Tu fais tous les rôles, tu donnes la réplique toute la journée. Parler un peu de la constance de la voix et notamment des personnes dont la voix évolue pendant la création d'un projet. Les enfants. Ah. Est-ce que, comment on gère ça en fait? Ça, tu parleras de toi, comment ça s'est passé, mais c'est un vrai challenge de casting. Quand on veut des vrais enfants dans un film, si on les caste trop tôt et qu'il y a des pick-up 2 ou 3 ans après ou que les choses prennent... faudra peut-être expliquer. Alors les pick-up, c'est par exemple, on a enregistré toutes les voix à Def, le film il est parti, il a été animé et quand l'animation arrive, il y a des petites choses qui ont changé, du montage qui a changé, des petites scènes qui se sont rajoutées, il y a eu des scratchs de voix faits par les animateurs parce qu'ils en avaient besoin, il faut les refaire avec les voix Def qui ont été souvent enregistrées 2 ans ou 3 ans avant et en 2-3 ans, un petit garçon peut passer d'une petite voix à une grosse voix comme ça et là ça ne marche plus du tout. Et aussi, un enfant, ça peut ne plus avoir envie parce qu'un enfant, ça peut être très joyeux, très content de faire ça à 8-10 ans et puis complètement plus à 12-13 ans parce qu'il y a l'adolescence. Donc c'est une matière fragile, les enfants, et c'est tout un challenge. Et toi, tu as mué pendant ton métier? Oui. Mais à vrai dire, j'ai mué pas d'un coup, et puis j'ai jamais eu la voix très grave, franchement. C'est parce que hier j'ai fait la fête, et du coup j'ai la voix un peu plus grave aujourd'hui que d'habitude. Toujours est-il que j'ai mis quand même un certain temps à muer, et que en plus ça s'est fait à un moment où je faisais moins de doublage. Enfin, je passais au lycée et j'étais un peu en échec scolaire avec tout ça. Surtout, j'ai joué au théâtre à cette période, donc pendant 1 an et quelques, j'ai joué moins au doublage. J'ai fait moins de doublage. Du coup, je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que du coup, je faisais des rôles qui étaient plus ou moins adaptés. Parfois, ce qui se passait aussi, c'est que quand on m'appelait pour un doublage, le chef de plateau m'écoutait directement au téléphone. Ça se faisait, quoi. Il disait, ça a l'air pas mal, même si c'était complètement déformé, c'était au fixe et tout. Bon, on va... Ouais, entre autres, beaucoup Claudio Ventura. Mais Claudio, il me connaissait, donc à la limite, il savait dans quoi il mettait les pieds. C'était plus pour des gens que je connaissais pas, quoi, qui écoutaient vite fait ma voix. Après, mon petit frère en a fait aussi beaucoup, et du coup, lui aussi, ça se passait comme ça de temps en temps. Ça avait l'air de leur suffire. Petite anecdote, ça me revient. Genre, une fois, je sais pas si ça m'est arrivé d'autres fois, mais c'était pour le 6e sens. J'ai fait une toute petite voix là-dedans. Je faisais un garçon qui emmerdait le personnage principal, Aled Joel Osment. Je me souviens plus de son nom. Ma voix était légèrement trop aiguë, alors ils m'ont pitché, ça se faisait. Et ils m'ont pitché un peu la voix, et du coup, j'avais l'air un peu plus vieux, quoi. Pour suivre sur cette période où tu faisais des voix quand tu étais enfant, est-ce que tu peux nous parler un peu du rythme du travail, le rythme de travail Oui. en tant qu'enfant? Parce que j'ai entendu dire aussi dernièrement
que ça avait changé en fait au niveau Ah oui, il y a beaucoup de des jeunes lois. méchants. Et le rapport aussi à la scolarité, je veux Ouais. dire la cour de récré était famous du coup, c'était Pas se pour passait ça, comment non, parce que à l'école, ils étaient pas tant au courant que je faisais ça, en fait, en réalité. Je le portais pas comme une énorme fierté quand j'étais gamin, parce que c'était naturel pour moi dans la mesure où je le faisais depuis petit, donc je me vantais pas trop. Enfin, je me vantais, évidemment que je me vantais pas avec, mais j'en parlais pas plus que ça, en fait. Ça me mettait pas super à l'aise, en fait. Mes copains le savaient. Mais du coup, attends, c'était quoi la première question? Non, le rapport justement à la scolarité, parce que j'imagine que Oui. c'est quand même des journées d'enregistrement, ça se fait Oui, pas forcément alors voilà. dimanche. Ça se Donc, passait. est-ce que les lois c'est ont vrai. changé? Est-ce qu'avant J'y allais souvent après l'école. le nombre d'heures il a été modifié, il me semble. Est-ce que j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des coachs bonne maintenant question, aussi peut-être qui allaient être sur les plateaux? Ah oui, maintenant, ouais. En tout cas, c'est ma mère qui me conduisait partout. Elle faisait, comme elle le dit elle-même, le taxi. En fait, c'est juste que voilà, elle s'occupait de moi, quoi. J'y allais fréquemment dans la semaine. J'y allais 2-3 fois dans la semaine. Donc c'était, je pense, souvent après l'école. Ça devait être le mercredi aussi parce qu'il y avait j'avais moins de cours. Il est arrivé fréquemment que j'y passe des journées entières. Donc je sais pas exactement. Donc je me souviens plus. En semaine, je pouvais pas rater l'école comme ça. Donc bon, le samedi, j'ai fait des séries où j'y allais tous les samedis, par exemple, pendant 2 ans. Mais après, au-delà de ça, c'est vrai que j'avais plus la tête à certaines époques, surtout côté doublage et théâtre, où j'avais l'impression clairement que c'était ma vraie vie. Et l'école, je le vivais comme une obligation. J'aimais pas Tu trop ratais ça, des journées du coup. d'école, du J'étais coup, pas pour, un mauvais élève pour autant, mais non, je ratais pas dans des journées d'école en fait. On s'arrangeait pour que j'ai pas à le faire, quoi, parce que c'est pas bien, quoi. Du coup, on se démerdait autrement. Mais ça m'empêchait pas d'en faire beaucoup, en fait. Mais je réalise là que c'est vrai que c'était souvent après l'école, pendant les vacances, les samedis, c'est sûr. Céline, peut-être que tu as des choses à nous dire là-dessus. Non, ça a un petit peu changé, et tant mieux. Enfin, il y a quand même maintenant des timings par rapport aux âges. On peut pas enregistrer plus de 3 heures entre 2 âges, plus de 4 heures. Enfin, il y a quand même maintenant un petit peu de surveillance là-dessus. Après, il faut faire un dossier d'AS. Enfin, on n'engage pas un enfant comme ça aussi facilement que ce qu'on croit, mais c'est encore possible. Après, pour les coachs, alors, je suis allée aux États-Unis il y a pas longtemps enregistrer. Alors, eux, ils ont des school teachers. Je crois que c'était Sur les tournages. sur les tournages. Ouais. Ouais. Où là, ils sont obligés d'avoir des gens pour leur faire leurs devoirs. Le doublage, ça reste une activité, oui, du mercredi et du samedi et d'après l'école. Après, je pense qu'un enfant, c'est super pour un film parce que c'est des one-shots, c'est des choses qu'ils ont le temps d'apprécier, en fait. C'est beaucoup plus dur sur des séries. Enfin, moi, j'en ai fait des séries avec des enfants. Quand ça commence à être tous les mercredis, tous les samedis, et qu'il y a un moment où le môme, il a envie de faire du foot, il a envie d'aller à l'anniversaire de son pote, là, c'est chaud quand même de demander ça à un enfant, de Oui, lui parce que dire c'est ça, on l'a tu pas vas forcément travailler dit. tous les samedis. Même si on s'amuse, il y a un moment, comme tu le disais, tu te transformes un petit peu. Moi, c'est un endroit que j'ai. C'est toujours une limite particulière. Tout d'un coup, on est obligé de dire bon, concentre-toi et joue, quoi. Et puis on se dit, mais on parle à un enfant de 9 ans qui est censé être là pour s'amuser, mais en même temps, il faut rentrer le programme. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais oui, des adultes jouent des voix d'enfants, ça peut. Ah oui, il y a aussi des adultes qui jouent les voix d'enfants. Ouais. Et il y en a qui le font très bien. Enfin, après, c'est toujours pareil. Il y a des rôles d'enfants qui sont bien faits par des adultes et qui ont raison d'être faits par des adultes. Et puis, il y a des rôles d'enfants qui sont bien mieux tenus par des enfants. Mais bon, un film d'horreur, je pense que c'est très bien de mettre un adulte dessus pour faire une voix d'enfant. C'est pas grave si c'est pas. Voilà. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui cherchent à démarrer dans ce métier? Eh ben, la première chose, faire du théâtre, prendre des cours de théâtre, c'est essentiel. Et une fois qu'il y a des cours de théâtre, c'est ça qui donne la boîte à outils. Il y a des stages. Tu en as fait, je crois, tu m'as dit au magasin. Enfin, il y a énormément de stages. Tu vas nous en parler un peu après. Et après, c'est un parcours de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut envoyer son CV, ses connaissances à tous les gens possibles. Après, on est très facilement trouvable. Il y a plein de sites maintenant de Wikipédia, RS Doublage, ADSD. Enfin, on est tous référencés partout. Et il y a moyen d'envoyer des mails avec un CV. Et ensuite, c'est quand l'occasion se présente. Ça peut être long, mais c'est jamais perdu. Enfin, moi, je regarde toujours quand je prépare des ambiances et tout. Je prends toujours 1 ou 2 comédiens nouveaux. Après, pour ce comédien-là, ça peut vouloir dire que ça fait 2 ans qu'il m'a envoyé le CV, donc ça peut paraître très long, mais c'est pas impossible, au contraire. Parce que toi, par exemple, Leslie, tu en parlais autour de toi que tu voulais faire du doublage. Je veux dire, par exemple, là, tu travaillais sur les Croque-Moutards. C'est toi qui as saisi une occasion. J'aimerais bien faire une voix dessus. Ouais. En gros, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Donc en fait, j'ai fait plein de voix témoins. En gros, dès que JSBC ou ailleurs, dès qu'ils avaient besoin. D'ailleurs, c'était très bizarre parce que tu sais, les studios d'anime, c'est assez calme. Enfin, ça dépend où, mais nous, c'était assez calme. Et tout à coup, il fallait que j'aille dire dans la pièce à côté un truc genre j'ai plus de balles avec une voix un peu genre, c'est bizarre, tu vois. Mais c'est pas, tu t'habitues. Et non, en fait, pour les stages, je me suis dit c'est un truc que je veux faire, mais il y a quand même une technique à appréhender parce qu'en fait, ça paraît simple, mais dès que t'es derrière le micro, c'est pas pareil. En tout cas, moi, c'était pas pareil. Donc, j'ai commencé, le premier que j'ai fait, c'était à Miroslav Pilon,
avec les Escales Buissonnières. Et pour la petite histoire, c'est monté par les acteurs de Kaamelott. Donc c'était très bizarre, je suis arrivée. En fait, c'est Franck Pittiot qui m'a fait un café. J'étais toute oh là là. Du coup, ça c'était la première amorce et j'ai fait un peu tous les styles. C'était pas que de l'anime. Et c'est assez chouette aussi parce que c'est pas la même façon de jouer. Ça paraît évident, mais même dans les styles de films prise de réel, ça va être très différent de faire une comédie, mais ça paraît logique, mais en fait, quand tu le fais, tu le sens tout de suite qu'ici... Et je sais pas, on a fait Lost, on a fait Desperate Housewives, je pense, un peu des classiques. C'était trop cool. C'était très dur. Je me suis rendu compte. En fait, typiquement, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un métier. C'est le premier truc qu'on m'a dit quand j'ai dit j'aimerais trop faire ça. On m'a dit oui, c'est un métier. Je fais oui, d'accord, j'ai un peu envie d'apprendre du coup. Et non, c'était franchement, ça m'a mis un tir. Je suis là, bon, ok. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller voir comment on fait, je vais apprendre. Donc, tu prends un peu 2-3 murs parce qu'en fait, tu te dis ouais, mais moi j'adore faire des blagues, j'adore raconter des trucs. Oui, vas-y, essaye. Dans le temps imparti, en suivant la rythmo, et c'est ouf. Et donc après, quand t'entends des films bien doublés en français, t'es là, ah ouais. Ah, il l'a bien passé, c'est nickel. Voilà, Miroslav Pilon, Les Escales Buissonnières. Du moment que j'avais fait les croque-moutards, j'ai pu aller me perfectionner chez Titra Film. C'est trop bien. Après, c'est spécifique, c'était très que de l'animation. Donc voilà, où tu fais plusieurs styles d'anime aussi, parce que c'est ce que tu disais. C'est pas du tout pareil de faire une série où il faut crier toutes les 3 minutes. Enfin, j'exagère, mais des trucs très en énergie et puis des choses beaucoup plus douces où il faut que tu entraînes le perso avec toi. Voilà. Et du coup, le magasin aussi, parce que... Je trouve, peut-être c'est moi qui me trompe, mais que ça se juge quand même assez vite dans ce milieu. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais j'ai cru comprendre que la compète était assez rude. Et je me suis dit, j'aimerais bien un endroit où je peux tester des choses sans que ça... comment dire ? Juste essayer des choses derrière la barre. On m'a dit, le magasin, c'est indiqué parce que c'est pas à vertu de... Il n'y a personne qui va t'embaucher derrière. C'est des gens qui adorent ça, qui font ça depuis très longtemps, qui aiment le théâtre, beaucoup. D'ailleurs, il y a une salle de théâtre qui est accolée à là où tu fais le stage. Et c'était super intéressant aussi. Donc voilà, j'ai rencontré plein d'acteurs aussi qui venaient d'autres mondes. Ils faisaient de la série France 2, d'autres trucs. C'était trop cool. Je rebondis juste sur c'est rude. En fait, ce métier, il est rude, que ce soit pour faire du théâtre, du cinéma ou du doublage. Et en fait, on a toujours... moi, j'entends toujours dire le doublage, c'est fermé, le doublage, c'est rude. Je pense que le doublage, c'est beaucoup plus ouvert que les tournages et le théâtre. Parce que pour arriver à jouer dans une pièce subventionnée ou rentrer dans une compagnie, il y a moins de place, il y a moins de pièces, il y a moins de travail. Et c'est quand même, je pense, plus facile d'avoir une chance de rencontrer un DA et de faire une ambiance dans le doublage et de faire que enfin, en tout cas, c'est aussi difficile ou aussi facile dans les 3 milieux. Mais le doublage n'est pas plus, je pense, fermé. Et vous avez... Moi, mes coordonnées, ils sont sur Internet. Je reçois un nombre... Je n'ai pas les coordonnées des metteurs en scène ou des réalisateurs avec qui j'aimerais tourner. C'est plus compliqué de les joindre. Moi, je suis assez facilement joignable, en fait. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce que c'est souvent, je l'entends souvent, qu'on est un tout petit milieu fermé, mais en fait, on fait travailler... Enfin, moi, si je donne le nombre d'acteurs que je fais travailler dans une année, c'est colossal. Et en fait, on fait démarrer plein de gens et on est assez ouverts, et tous, je crois. Donc voilà, c'était juste pour dire, on n'est pas plus fermé que les autres domaines des acteurs. Non, mais je pense que c'est des domaines, effectivement. C'était pas tant ça. C'est pas ça que je voulais dire. Genre, il veut pas nous faire travailler. C'est plus, je me suis dit, comment t'arrives et tu te dis, bon, voilà, ça y est. Genre, et d'ailleurs, j'ai demandé parce que sûr que d'aller assister, je pense que ça se fait plus en plus. J'ai l'impression, j'ai demandé, on m'a dit, non, à moins que le DA dise oui. Non, en fait, c'est qu'on a des clauses de confidentialité sur tout ce qu'on double aujourd'hui. Donc, on n'a même pas le droit. Enfin, c'est même pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit. Donc ça, c'est encore un autre débat. Donc c'est sûr que c'est difficile d'y entrer pour ça. Mais accrochez-vous, si vous avez envie de le faire. Enfin, tu vois, tu prends des cours de théâtre, tu vas faire des stages, c'est bon, t'es légitime et il n'y a pas de... Ça viendra, c'est sûr. Non, mais vraiment, c'est juste que ça prend du temps. C'est comme ça. Faut rencontrer les gens, Alors, pour finir cette table ronde, on va parler... alors, en ce moment, il y a un mouvement des acteurs et des actrices de doublage qui existe autour de l'intelligence artificielle générative de voix. Il y a notamment une pétition qui a été lancée, etc. Est-ce que, Céline, est-ce que tu peux nous en parler? Il me semble que tu connais un peu le sujet. C'est une pétition qui s'appelle « Touche pas à ma VF » que je vous encourage tous à signer au sortir de cette table ronde ou sur Twitch. C'est en fait l'intelligence artificielle, elle menace en ce moment absolument tous les métiers artistiques. Ça va du dessin, de l'illustration, à la voix, à la musique, et les métiers techniques, les ingénieurs du son, tous les gens, les mixeurs,
en fait, ça touche tout le monde et donc on s'est dit, il faut faire quelque chose pour alerter aussi le public parce que ce qu'on fait, c'est à destination d'un public. On y met tous notre cœur, nos émotions et le principe de l'art, c'est que c'est humain et sinon on le tue. L'IA, elle compile, elle copie, elle vole, elle régurgite, mais elle invente pas, elle donne pas d'émotion, elle ressent pas, elle fait pas de choses cathartiques, elle ne fait que compiler et c'est un ordinateur quoi. Et donc c'est aussi nous, c'est des prises de position presque philosophiques et politiques de refuser un monde où l'IA va décider de ce que les enfants vont regarder et vont écouter et vont dessiner. Alors on va plus dessiner, on va plus chanter, on va plus faire d'instruments de musique, on va plus alors que c'est ce qui élève, c'est ce qui permet de supporter la vie. Donc je pense que c'est important de se battre. Et encore une fois, il y a Touche pas à ma VF, c'est pour les voix, mais il y a énormément de mouvements, les adaptateurs, les auteurs, les graphistes, enfin tout le monde a. Il y a La Cabane qui a fait un petit truc Made by Humans. Je crois que c'est important. Enfin, il y a pas longtemps, je raconte cette anecdote parce que je trouve que c'est vraiment ça que ça dit. J'ai dû faire des papiers et puis je suis allée voir quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui me dit j'ai pas la main. En fait, on est en train, nous, de se dire qu'on va donner à penser, à réfléchir, à nous dominer, à nous commander à des ordinateurs avec des humains qui nous diront j'ai pas la main pour ton problème, j'ai pas la main, c'est l'ordinateur qui décide. Est-ce qu'on a envie de ça? Et est-ce qu'on a envie que les enfants, parce que je suis un peu, ça me tient vraiment à cœur, je suis un peu émue de parler de ça, mais pardon, mais c'est pareil en acceptant nous de faire remplacer nos voix ou notre musique ou nos dessins par de l'IA, ça veut dire qu'on fait la promo de ce qui peut arriver dans une cour d'école et d'utiliser la voix d'une petite fille ou l'image d'une petite fille ou d'un petit garçon pour dire des insanités ou pour le mettre dans une situation qui serait très grave. On parle de harcèlement tous les jours dans les écoles, on parle de fake news, on parle de cette difficulté à savoir ce qui est vrai. Le seul moyen de rester dans le vrai, c'est d'être nous à l'origine de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée. Et c'est pour ça que c'est très important, à mon avis, de tous se mobiliser contre ça. Ouais, surtout que la France, en plus, d'après ce que j'en sais, vous nous direz, mais est un pays qui double en fait beaucoup. Il y a plein de pays qui mettaient la version originale avec des sous-titres. Et en France, c'est vrai qu'on a historiquement, on a quand même beaucoup doublé. Il y a une énorme tradition du doublage en France, et c'est aussi une exception culturelle. C'est-à-dire que en fait, le doublage, le fait de doubler les films, ils sont vus, ça fait rentrer des sous. En fait, ça fait rentrer des sous au CNC. En fait, ça permet au CNC de subventionner les films, les séries et les œuvres des autres. Donc en fait, le doublage, il fait partie de cette grande chaîne qui nous permet à tous de créer des choses originales. Et en province, par exemple, où tout est vu au cinéma à 80% en version française, où les gens n'iraient pas forcément voir certaines choses en VO, c'est aussi une façon de subventionner la culture et quelque chose de vertueux, en fait, au-delà des débats de la VF, c'est pas bien, la VO, c'est mieux. C'est pas la question, en fait, elle est pas vraiment là. Chacun est libre de regarder ce qu'il veut, mais voilà, en fait, c'est aussi, on fait ça pour un public, en fait. Moi, je disais toujours les téléfilms TF1 qu'on faisait un peu en faisant et je disais ouais, mais en fait c'est ça qu'on le fait, c'est pour ma grand-mère quoi. Ma grand-mère, elle regarde ça le dimanche et ça lui fait du bien. Alors en fait voilà, c'est pas plus con qu'une chanson où chacun trouve sa joie dans ce qu'il veut quoi. Mais voilà, soyons bio, soyons humains, que l'intelligence artificielle nous aide pour les tâches difficiles, qu'elle aille dans les centrales nucléaires pour éviter qu'on se fasse irradier, qu'elle puisse permettre des opérations très précises, c'est super, mais elle a rien à faire dans l'art quoi. Et vous êtes, il y a combien de comédiens qui font des voix pour de l'animation, pour prise vue réelle? Vous avez une petite idée de ce que vous représentez en termes de personnes? 7 000, je sais plus, je sais plus le chiffre. Je pourrais le retrouver, je peux le retrouver, mais comme ça de mémoire, je vais dire une. Pendant que tu bêtise. cherches, on va... Ouais. En vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que en vrai, les IA, peut-être ça sera un outil, mais ce qu'on disait tout à l'heure, tu joues, c'est que des gens qui font du théâtre, qui font des bons films et qui font des voix de doublage. Si tu fais quelque chose d'autogénéré, forcément, il va y avoir quelque chose qui malgré tout sonne pas humain. Donc voilà. Si
si je puis me permettre, je dirais, étant donné que l'IA ne fait que compiler des choses, quelque part, il faut quand même qu'elle ait de la matière et que si l'humain arrête de produire des choses qui sont nouvelles, quelque part, l'IA elle-même va s'essouffler, en tout cas d'un point de vue illustration et graphique, j'imagine. Après, les voix, non, parce que c'est vrai que tu peux piquer la voix de quelqu'un et l'utiliser pendant 2 siècles. Donc ça, je reconnais qu'il y a un problème, il y a peut-être un problème de ce côté-là. Pour l'illustration, je pense que le renouvellement, enfin, on voit assez, en tout cas en l'état, on voit assez rapidement si c'est fait par un humain ou si c'est fait par une IA quelque part. Et puis moi personnellement, quand je vais voir une exposition ou que je m'intéresse au travail de quelqu'un, je m'y intéresse parce que ça a été fait par quelqu'un, donc pas parce que ça a été fait par une IA. Il se trouve que parfois les IA font des illustrations qui sont pas mal. Enfin, j'ai vu des choses qui étaient assez jolies, mais le fait même de savoir que c'est fait par une IA fait que ça perd de son intérêt. Ça enlève l'aspect démarche artistique. Oui, voilà. Encore faut-il être capable de savoir que ça a été fait par une IA, évidemment, mais au-delà de ça, moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est les choses faites par des gens vivants, donc même pas que par des humains, hein, par des petits chats ou des trucs comme ça, quoi. Ça arrive, hein. Après, je me dis, ça peut être un outil. Tu peux peut-être être créatif et je sais pas. J'y connais rien, franchement, j'ai rien simulé ni rien, mais j'ai l'impression que tu peux, toi, t'en servir comme un truc où tu vas, toi, dessiner quelque chose que tu vas simuler, j'en sais rien, pour que ça se transforme en je sais pas quoi. À ce compte-là, peut-être d'accord. Et aussi 2-3 scripts qu'on peut trouver plus vite. Ça, j'avoue, moi, je suis nulle en script. Voilà. Mais sinon, je vois pas. Pour moi, j'espère que je me trompe pas, mais c'est un peu quelque part un faux problème où on va se rendre compte à un moment donné que les vrais humains, c'est quand même mieux pour le doublage, en tout cas. C'est surtout que c'est un peu, pour faire une image un peu flagrante, à un moment donné, alors l'image disparaît, le comédien disparaît, la technique, le son, le bruitage, la musique, le musicien, et puis il y a Monsieur Profit derrière un bouton qui génère, quoi. Et en fait, est-ce qu'on a envie qu'il y ait ce Monsieur Profit derrière ce bouton qui génère des choses au kilomètre et qui, enfin, c'est parce que c'est à ça que ça ressemble. Si on va très très loin dans un monde, c'est Odyssée de l'espace, quoi. C'est un seul robot qui voilà. Mais effectivement, le nivellement par le bas que ça peut produire, à quel point les gens auront réellement, même dans l'industrie, ont réellement envie de faire ça, parce que par exemple, quand on prend des films comme Géant de fer ou autres, il y a une volonté d'hyper bien faire, je pense. Donc pourquoi, enfin, pour certaines productions, je peux imaginer qu'ils le fassent, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'étais au Festival d'Annecy, j'ai eu cette chance et c'était un plaisir, une joie, un bonheur permanent de rencontrer de se rendre compte que tout le monde, du producteur au créateur, à l'artiste, au diffuseur, était quand même contre ça. Donc ça, en effet, il faut dire les choses positives. Ça, je suis d'accord. Pour finir, on va vous demander si vous avez des questions et voir s'il y a des questions sur Internet, si on a le temps. 1, 2, 1, 2. Alors, première question de Twitch, c'était les doubleurs sont-ils toujours des indépendants ou est-il possible d'être embauché par un studio de doublage, comme ça peut se faire, j'imagine, un studio d'animation ou peut-être des studios d'acteurs? En général, on est tous intermittents et on passe d'un studio à l'autre. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas entendu de gens salariés dans ce domaine. Non, pas de questions. Bon, c'est que on a tout couvert. C'est bien. On a été très clair. Ouais, on a des questions sur Twitch, pardon. Okay, cool. Ah, mais non, on a déjà répondu en fait à ça. Ouais, parce qu'ils ont déjà parlé tout à l'heure. On nous a demandé quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui va attaquer dans ce métier, mais vous avez déjà abordé la question. Des cours de théâtre et du tempérament, ça marche. Et moi, personnellement, je voulais poser une question. Je me demandais comment toi, Paul, peut-être que j'ai raté ce passage-là, mais comment ça t'était venu l'idée de travailler dans le dessin animé à partir de ta carrière de doubleur? Parce que tout simplement, je dessinais depuis l'âge de 4 ans et que j'ai commencé le théâtre après et qu'il a toujours été clair dans ma tête que mon métier serait lié au dessin. Et aimant le théâtre et le cinéma, etc., j'étais passionné de cinéma quand même très tôt. Du coup, j'ai été amené... Bon, pour la petite histoire, c'est toujours... Mon petit frère, qui a fait du doublage également... a fait la voix de Tarzan enfant et à cette époque-là j'ai été à l'avant-première au Zénith de Tarzan et ça m'en a foutu plein les yeux, j'ai genre adoré, j'étais en 4e et c'était en 98, grosse année, gros cru 98 et je suis allé visiter, ma mère comme d'hab s'est arrangée à la suite de ça ou pas, mais en tout cas ça a beaucoup joué pour me faire visiter les studios de Disney Montreuil quand ils existaient encore. Juste après la sortie de Tarzan, quoi. Donc j'ai visité en 4e, j'ai été reçu par un monsieur qui s'appelait Bruno Gometou, qui est décédé il y a quelques années,
qui était directeur du recrutement chez Disney, qui a plus tard ouvert son studio Neomis avec des anciens de Disney, etc. Et il m'a reçu là-bas avec ma mère, un jour off, parce qu'il n'y avait pas grand monde au studio à Disney, mais il y avait des gros tubes de peinture, ils étaient en train de fabriquer Cusco et Atlantide, et voilà, et ils avaient fini Tarzan, donc il m'a montré des trucs de dingue, et en fait, juste... ça m'a mis tellement d'étoiles dans les yeux. Il m'a dit il faut que tu ailles aux portes ouvertes des Gobelins et tout. J'étais en 4e moi. Et donc très tôt, j'ai été un petit peu obnubilé par l'animation quoi. Je savais que c'est ce que je voulais faire quoi. Donc à cette époque-là, je jouais au théâtre, je faisais du doublage, etc. Mais sur les plateaux de doublage, je dessinais un peu les bonhommes, je faisais de l'animation, machin. C'était déjà clair dans ma tête que de toute façon j'allais dessiner, je ne savais pas encore comment. Et donc quand il a fallu décider de est-ce que je continue le théâtre ou le doublage, naturellement j'ai décidé que non quoi, parce qu'il fallait mettre l'accent sur les études et puis pour pouvoir aller ensuite en école d'anime, je ne savais même pas laquelle encore, je savais que je voulais aller au Gobelin, mais bref, enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. J'ai eu une idée entre-temps. Moi, je vais partir d'une anecdote, excusez-moi. J'avais brièvement travaillé avec un monsieur dont le nom ne me revient plus, mais qui avait fait la voix de Chandler et qui avait eu cette expérience où en fait sa voix était tellement connue et associée au personnage qu'il avait du mal à trouver autre chose. Et ça m'a fait rebondir vers les acteurs qui ont comme ça, comme on disait, pareil, la voix de Bruce Willis. C'est Emmanuel Curtil. Oui, voilà, exactement. Est-ce que c'est un rêve d'être comme ça la voix attitrée de quelqu'un, ou est-ce qu'au contraire c'est la fausse bonne idée et ça peut être une prison Là, ça serait plutôt du coup pour Leslie qui commence sa carrière, s'il y avait d'autres personnes encore actives. Je pense que Manu serait d'accord avec moi pour dire qu'il est quand même très très content d'avoir fait Chandler, Jim Carrey et bien d'autres. Après, c'est sûr que ça peut avoir cette influence-là que d'être un peu connu et de... Enfin là, je l'entends régulièrement quand même. Mais en fait, on ne le sait pas. En fait, quand on va passer un casting, et c'est toujours les choses, on sait pas ce qu'on va passer, on nous le dit pas. Et donc, c'est difficile de l'anticiper. Et ensuite, je crois que tant mieux si ça t'arrive. Et tant mieux aussi si on ne te reconnaît pas tant que ça, parce que tu vas pouvoir faire plein de choses sans avoir une chaîne ou quelqu'un qui dit « Oh, on a trop entendu ». On a tous... on est souvent passé à la direction artistique pour des raisons comme ça. Parce qu'une chaîne ou des gens ont dit ah non, on a trop entendu. Et voilà, donc... mais bon, c'est pas... On est quand même content, je crois. Je pense que c'est un petit peu pareil dans toutes les professions et qu'à partir du moment où on est fort, par exemple, pour quelque chose, on va nous rappeler pour ça et que ça va être difficile de changer. On se met dans des cases, on se retrouve... Oui, Après, le doublage, ça a ça de particulier, c'est que vraiment, quand on arrive avec une voix connue, ça réduit le champ des possibles en même temps, alors qu'en tournage, ça l'élargit. Enfin, après, c'est très... alors que c'est souvent en doublage que j'entends « Ah non, on le connaît trop sa voix, ou on l'a trop entendu. » Et parfois, il faut un petit peu se forcer à mettre les gens à contre-emploi, en fait. Enfin, je pense à Brigitte, qui est pas là et tout ça, mais en fait... voilà, il y a plein de... Ou Manu, ou des gens comme ça, en fait, de les distribuer à l'inverse de ce qu'ils font d'habitude, c'est aussi une façon de profiter de leur talent. Merci. Ouais, merci tout le monde. Merci d'être venu et bravo à nous.